Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez très bien. Moi ça va tranquille. Ici Clemzer pour cet épisode 17 du Pont entre les arts. J'ai même joué en Corse. Quand une vanne est bonne, c'est de moi. Quand elle est moins bonne, c'est mon co-auteur. Après il est mort, Kevin, il cherchait du réseau pour faire un vlog. Aujourd'hui, je reçois Yacine Ben Tayeb, stand-upper lillois qui joue son spectacle intitulé Bavardage depuis 2024 au Spotlight et intervient régulièrement à la radio en tant que chroniqueur. Le principe du podcast est simple. J'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de stand-up, mais de musique et son rapport à celle-ci. Bonne écoute. Comment il va celui-là ? Eh ben écoute bien, je suis content d'être là. C'est vrai ? On a une cheminée, il y a des moyens techniques ce soir. Bah attends, ça a été compliqué d'organiser cet C'est vrai ? épisode, hein. Bah oui, parce que tu joues tout le temps en ce moment. Ouais, je joue un peu plus que d'habitude, ouais, c'est vrai. Yacine, en plus là quand on se voit, t'as joué ton spectacle hier soir. Exactement. Ça s'est bien passé. Ouais, très très cool. Très cool, ça faisait quoi ? Ça faisait, tu vois, j'ai plus la date en tête, c'est grave, hein. Il faut vraiment que je prenne des vacances. On est le 30. 30, exactement, j'ai joué le janvier. 29, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué ce spectacle, donc ouais, je suis content, ça s'est bien passé, on avait du monde, donc cool. Bon, trop bien. Ouais. Trop bien, mais donc là je te parle directement de stand-up, mais Ouais. ça donne une fausse piste à nos auditeurs, puisque c'est pas du tout de stand-up dont on va parler C'est aujourd'hui. ce que hein, tu m'as dit quand tu m'as appelé. Hein. Oh oui, bon là, pour te présenter rapidement, toi tu fais du stand-up, ça Ouais. fait depuis 2016 que tu montes sur scène C'est faire ça. du stand-up, mais Ouais. aujourd'hui t'es pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'un autre art que tu aimes beaucoup, c'est la musique. Ouais. C'est la musique, donc c'était le premier truc qui t'est venu quand je t'ai parlé un peu Ouais. du concept. Et je t'ai fait des petites révélations en plus. Ouais, c'est vrai, bah, on va y venir, tu m'as donné des billes. Bien sûr. C'est parfait pour moi, mais le truc qu'on fait toujours au début, un peu l'habitude qu'on a dans le podcast, c'est de voir un peu, c'est quoi tes premiers rapports avec la musique ? Est-ce que quand t'étais petit à la maison, ça écoutait de la musique ? Est-ce que c'est un truc que t'avais avec tes parents ou pas forcément ? Alors la musique pour moi, tu vois, c'est souvent associé à des moments. C'est-à-dire que si tu me cites une musique en particulier, je vais te dire cette musique-là me rappelle. Je peux te donner un exemple. Eye of the Tiger, par exemple ? Ça me rappelle quand j'ai essayé de faire du sport et puis que je me suis très vite arrêté, mais, Ok. mais non, ça me rappelle, tu vois, par exemple, je te prends Mylène Farmer, Désenchanté, fête de l'école CM2. Ok, Et c'est dès que je l'entends, je pense à moi. très précis. Ouais, je te jure. Mais Donc systématiquement, tu vois, lié à des moments Ouais. de ma vie. Et c'est quoi les premiers, du coup ? Les premières musiques ou les Ouais, premiers... les premières musiques, du coup, les premiers moments où t'écoutais de la musique. Ouah, Que toi, c'était les parents. C'est qui une écoutaient très dans la bonne voiture. question. Et tu sais, non mais c'est vrai que c'est lié à un moment de ma vie. Moi, je suis né en Algérie, je suis arrivé en France à 5 ans. Ok. Et les premières musiques que j'ai entendues, j'avais à peu près 4 ans. Et tu veux que je te dise ce que c'était ? Oui. Début de soirée. Début de soirée. Et tu danses. Ah oui. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, autant En dire que j'ai Algérie. commencé... ouais, Ok. bien sûr. Donc, j'ai commencé, je suis entré dans la musique. Par la grande porte. Non, mais je sais pas si c'est la grande porte, mais en tout cas par un certain style, tu vois, un peu Ouais. festif, un peu truc et tout. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le Ouais. français. Parce que ça, c'était. C'est quoi ? C'est tes parents qui font écouter ça C'était la radio, tu vois, quand tu Ouais, la prenais radio. un taxi, quand tu prenais. Quand t'avais une émission, un truc ou quoi que ce soit. C'était associé à la fête un peu chez toi, la musique Ouais, la fête, je sais pas, mais après, je pense que tu vois, dans certaines familles, t'as plus ou moins une culture musicale ou t'as plus ou moins d'affinité pour ça. Je pense que dans la mienne, ouais, chacun avait son style. J'ai mon frère qui est musicien. Ah ouais ? Ouais. Ça, Grand je t'en ai frère, pas petit parlé. frère Grand frère. Ok. C'est moi le dernier. Enfin, maintenant, ça y est. Un dernier de 40 ans, mais... Ouais, bah après, les différences restent. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il est musicien depuis tout petit ? Ouais, non, je crois qu'il a commencé, si je te dis pas de bêtises, quand est-ce qu'il a commencé ? 12-13 ans, je crois. Ok. 12-13 ans. Ouais, donc quand même jeune. Ouais, et puis il est très doué. C'est pas parce que c'est mon frère que je le dis, je peux être objectif, mais ouais, il est guitariste. Et puis, donc, j'ai un cousin pareil qui est guitariste aussi, donc en fait, j'ai toujours un peu baigné dans la musique, quoi. Ouais. Et c'est de lui-même qu'il a voulu faire de la musique ou c'était tes parents qui poussaient Non, pas, justement, là-dessus, les parents n'ont pas été trop dans ce schéma de... C'était des familles hein, où on te met au violon à 4 ans, ou enfin, ça peut être l'harpe, ça peut être pire, mais ou enfin, tu vois, plein d'autres instruments avec le solfège, un truc un peu lourd. Là, nous, ça s'est pas passé comme ça, c'est chacun a pris son chemin avec ce qu'il ressentait, tu vois.
toi, jamais intéressé par faire un instrument? Alors si, j'aime vraiment bien ta question, je te le redis. Mais non, j'ai envie de parler de ça en plus. Non, en gros, si tu veux, le souvenir que j'ai, l'instrument que j'aurais rêvé d'apprendre à jouer, c'est le piano. Et je suis toujours dans ce questionnement de me dire, est-ce que c'est pas trop tard, j'ai 40 ans, Il n'y a pas d'âge pour apprendre un instrument. Mais là, c'est parce que tu veux me faire plaisir que tu dis ça. Oh non, pas du tout. J'ai pas d'exemple. T'as pas d'exemple, mais... Alors regarde, toi, t'as commencé le stand-up à quel âge? 2017, ça fait quoi ça? Ça fait 8 ans, à 32? Ouais, c'est ça. À 32, ouais, t'as raison. T'as commencé tard pour un humoriste. Ouais, c'est vrai. T'as ton spectacle. Ouais, c'est vrai. Donc y a pas de... Tu viens de m'encourager là. Bah oui. Ouais. Bah oui, j'espère que ce podcast va t'aider à écoute, je vais utiliser mon CPF pour les... Et bah oui, je vais démarcher toutes les marques de piano que je connais cool. pour essayer de sponsoriser le podcast. Et bah super, ça se finit comme ça du coup? Bah non, pas encore. On va essayer de donner plus de billes. Mais petit, donc... tu l'as pas l'aspiration à faire un instrument quand t'es petit, puisque ça c'est un truc qui est venu plus tard, j'imagine le regret de pas en avoir fait. Ouais, parce que petit, franchement, je pense que j'aimais la musique, j'ai toujours aimé, ça m'a toujours touché, mais je n'avais pas spécialement envie de jouer d'un instrument, parce que je pense que si je l'avais demandé chez moi, ma mère m'aurait inscrit, ou elle aurait fait le nécessaire, tu vois, pour m'amener là-dedans, mais non, j'ai pas eu petit l'envie de jouer, c'est venu plus tard, quoi. Et est-ce que, quand du coup t'arrives en France à 5 ans, ouais. Est-ce que la musique, ça t'a un peu aidé? Bon, après, je sais pas à quel point on se souvient de cet âge-là, mais tu vois, à te rentrer un peu dans la culture française Après, tu vois, maman est née ici, en France, donc j'avais pas forcément besoin d'une transition. Okay. J'avais déjà une famille, entre guillemets, implantée ici. Mon grand-père vivait ici. Enfin, tu vois, donc c'est un peu particulier. C'est mon histoire, mais c'est pas la musique qui m'a aidé à soit mieux apprendre le français, etc. Mais c'est plus que... Ouais, j'en ai déjà entendu un peu, comme je te disais, là-bas, donc... ça m'a plus apporté, c'est autre chose, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais dans les années 90, c'est des Marc Lavoine, enfin, c'est plein de choses comme ça qui me parlent, qui m'inspirent, quoi. Mais ça, c'est un peu... Enfin, quand t'as cet âge-là, c'est un peu les musiques des parents. Nos goûts sont un peu dictés par ça. Enfin, moi, je sais que j'étais petit, j'écoutais Alain Souchon. C'était pas moi qui suis tombé amoureux d'Alain Souchon. Mais donc, en grandissant un peu, est-ce que tu te rappelles tes premières baffes? Tu sais, la musique que tu découvres un peu tout seul. Ah oui. Et tu sais, où tu prends tes premières claques, donc, et tu dis ça, c'est la musique, quoi. Là, on avance dans le temps. C'est-à-dire, je suis ado, voilà. Je crois que le premier truc qui m'a choqué, c'est très spécifique, c'est Cut Killer. Cut Killer. Ouais. DJ emblématique. C'est ça. J'étais en 6ème, okay. Et j'ai un copain qui me dit, écoute ça. Donc mais quand je te dis que j'avais zéro notion de ce qu'il faisait, de ce qu'il était, même du DJing, etc., je connaissais pas, tu vois. Et j'ai écouté ça avec mon Walkman. Okay. Je sens que quand même. Ah bah bien sûr. Et je me souviens que c'est un souvenir de dingue, quoi. J'ai pris une gifle. Ok. Mais c'était quoi à l'époque C'était son premier album Cut Killer Show. Parce que même à l'époque, si tu veux, les DJ, c'était plutôt des mixtapes, c'était un peu underground, c'est-à-dire que ça se vendait sur des marchés, etc., etc. Et cet album-là, c'est un des tout premiers qui a été, de mes souvenirs, qui a été commercialisé dans le grand public. Ouais. Donc il a un peu plus été connu, parce que je crois que c'était à l'époque où tu te souviens de la scène dans La Haine où il met ses enceintes et puis il remixe Edith Piaf, etc. Je sais pas si ça te parle. Oui, bah il a fait la BO de La Haine. Il a travaillé sur La Haine. Ouais. Et c'est là où ça a commencé un petit peu à prendre, et puis enfin à prendre, non, je pense qu'il était déjà très connu, mais en tout cas c'est venu aux oreilles du grand public. Ok. Mais putain, je me rappelle de Cut Killer, je crois. Ouais. Enfin, je me rappelle. Moi, il tourne toujours très. Ouais. Bah, moi, Cut Killer, pour moi, c'est vraiment à minuit sur Skyrock. Oui, t'as raison. Il avait son petit créneau, il pouvait y aller. C'était quoi? C'est garanti comme Darty. Il y a un truc comme ça dans le truc. Mais donc, c'est Cut Killer. Donc, au final, toi qui avais été plutôt dans la chanson française chez toi, là t'arrives sur totalement autre chose. Complètement autre chose, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le hip-hop, parce que dans cet album-là, justement, t'as soit hip-hop américain, soit hip-hop français, et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah mais c'est intéressant ce truc. Tu sais qu'il y a ce truc où il travaille avec tout le monde. En mettant en avant un peu les jeunes français aussi. Il a mis le projecteur sur certains tubes que tu connaissais pas, si t'étais pas de ce milieu-là, ou si ça circulait pas déjà dans ton environnement. J'ai des idées, de rappeurs américains, mais KRS-One ou genre de trucs, tu vois, tu connais pas moi je connaissais pas personnellement, tu vois. Et donc c'est là je me suis dit, ok, c'est cool. Et puis j'ai rattrapé, grâce à lui, dans un album, j'ai rattrapé pas mal de culture hip-hop en peu de temps.
Ah ouais, parce que du coup, t'as tellement aimé que t'as été creusé sur d'autres artistes. Complètement. C'est ça. C'est lui qui faisait découvrir déjà, c'est ce qui se passait à l'époque, parce que je vais pas faire le vieux une fois de plus, mais t'as pas de. On va juste. T'es obligé un peu, tu vois. On va juste accepter que que j'ai 40 ans. Que t'as 40 ans. Que le streaming, ça existait pas. Mais en même temps, t'as grandi dans un âge d'or du rap français. En plus, avec des très grands noms qui ont commencé à se faire une place, etc. Mais parce que Cut Killer, ça te donne plus envie de quoi, du rap américain, du rap français comme il y a le mélange des deux, au final j'ai été touché plus, j'allais dire c'est aléatoire, c'est les phases quoi. Quand t'es en crise d'adolescence, tu vas écouter un français. Et puis quand tu grandis un peu, moi j'aime beaucoup le son. Et quand il y avait des instrumentales qui me plaisaient, j'aime le rap d'abord par la musique et après par les textes. Je sais que c'est pas bien. C'est ça justement que je me demandais. Donc toi c'est plus la prod, les prods. Ouais, c'est ça. Le rythme. Et puis après bien sûr, j'écoute et j'essaie de comprendre un peu ce qui se dit, ou si c'est français, je comprends, mais si c'est américain, j'essaie un peu de savoir un peu quels sont les thèmes, etc. Mais c'est là où tu as raison, c'est d'abord par la musique que je rentre dans un univers. En fait, c'est pas déconnant. Au final, si ton frère est musicien, ouais. Donc un peu la mécanique et le truc un peu technique de la musique, ça t'intéresse aussi à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est aussi une question de... C'est une sensibilité, tu vois. C'est pas toujours facile à expliquer, mais... Ouais. T'aimes bien des sons avec des basses, je te dis n'importe quoi, mais forcément, tu vas aller chercher tous les sons où il y a un peu de basse, où il y a un peu de trucs, etc., ou qui sont un peu plus... Donc à l'époque, t'écoutes quoi, un peu comme artiste? C'est quoi? C'est l'époque NTM, IAM en France? Alors, j'ai un peu écouté les deux. En France, je me souviens de Doc Gynéco, première consultation, c'était très très bien ça. Ok. Et ça, ça fait partie des choses que j'ai bien aimées. Puis après, tu vois, à l'époque, c'était Skyrock, j'ai envie de te dire... 94.3 et FM. Tu vois, j'ai encore des trucs qui me restent. Ou 106.9 parce que j'ai grandi dans le Pas-de-Calais. À l'époque, c'était vraiment la première radio sur le rap. Ouais, complètement. Et puis, mine de rien, ça te donnait accès à des choses. Enfin voilà, une fois de plus, aujourd'hui, tu as un streaming, donc tu peux te paumer sur Spotify et avoir 1000 artistes disponibles dans une heure, mais à l'époque. C'est bizarre quand je dis à l'époque, mais. À l'époque, mais en même temps, c'est vrai. C'est la réalité. C'est vrai, et c'est intéressant parce que du coup, ça, c'était il y a plus de 20 ans. Oui. Donc, c'est ce qui te fait un peu ton développement dans ton amour du hip-hop. Je pense que. Ouais. À cet âge-là, c'est même la culture hip-hop au global que ça te fait apprécier. Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est tu rentres un peu par ces CD, ces artistes-là, puis après, comme je te l'ai expliqué, après j'ai commencé à m'intéresser au DJing, etc. J'ai commencé à acheter des platines et tout. Ça, tu me l'as expliqué qu'en off, en fait. Ouais. Tu peux me l'expliquer en... Et complètement. Alors, j'ai commencé, donc j'ai toujours eu Cut Killer en me disant ce truc-là, j'ai envie de le faire un jour. Et en fait, c'était vraiment les... Mais la sonorité, les scratchs, etc. La sonorité, je me dis, mais c'est dingue ce truc. Et on parlait d'instruments tout à l'heure, je suis en train de me rendre compte que c'était un des instruments que je voulais faire, tu vois. Ouais. C'était un des premiers où je me disais, ok, ouais, ça me... Enfin, en tout cas, ça me faisait quelque chose, quoi. Et puis j'avais vu, je crois, pas très longtemps après, Cut Killer sur scène, avec tout un tas d'artistes très connus maintenant, mais Rof et j'en passe. Et là, en ressortant là, je me dis, ouais, il faut que j'essaye ce truc, quoi. Et puis j'ai attendu d'avoir quand même un peu les moyens, parce que c'est très très cher. Ouais, parce que tu commences à quel âge à t'essayer au DJing? Alors là, ça doit être 23-24 ans, minimum, hein. Ok. Parce que je te dis, il faut avoir travaillé 2-3 étés pour... tu sais combien ça coûte une platine? Tu veux que je te refasse un petit juste prix? Vas-y. Toi, c'était en francs, du coup. C'est très moche ce que tu fais, mais ouais, c'était en francs. Non, je crois que c'était déjà en euros, d'ailleurs. Ok. Mais il n'y avait pas eu de l'inflation. Ouais, c'est vrai. Mais quoi, non, 500 euros 500 euros non, une platine, c'est 600, je crois. Ok. La table de mixage, c'est 700-800. Ah, tu vois, donc ça veut dire que ado... moi d'avoir je veux dire même dans 90% des familles, c'est quand même un budget assez important, quoi, tu vois, donc Mais attends, avant ces 23-24 ans où t'achètes une platine, t'as jamais eu un moment comme tous les jeunes essayer de rapper? T'as jamais eu? Non. Ah oui, non, vraiment... je me suis assez vite rendu compte que... la prod, ouais, c'est ça. C'était pas mon truc, ça m'a jamais... Parce que je pense que pour faire du rap, il faut être... il faut avoir un truc à l'intérieur de toi, il faut avoir... comme tout artiste, t'es artiste aussi, il faut que ça vienne de l'intérieur, et j'avais pas ce truc-là à l'intérieur de moi, tu vois, j'avais pas cette flamme qui me dit, tiens, je vais aller dire des textes... En plus, je pense que j'aurais été nul en rime, etc. Ok.
C'est honnête. Ouais, mais je sais. C'est honnête. Et après, quand tu fais du DJing, t'as vraiment. C'est quoi? C'est un passe-temps? C'est où Ouais, tu te la donnes quand même pour essayer d'être bon C'est marrant que tu me dises ça, mais j'ai jamais eu l'objectif. Je le faisais très au sérieux, et en tout cas, j'aimais faire ça. Mais de là à me dire, c'est un milieu très fermé. J'ai envie de te dire le stand-up aussi, mais là, pour tout particulièrement, c'est un milieu assez, je veux dire, underground, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est long, c'est fastidieux, puis il faut aussi après aimer le monde de la nuit. Moi, c'est pas forcément un monde dans lequel je me... Tu vois, c'est Toi, t'aimerais bien le faire à 14h. S'il faut faire des goûters, moi, des thés dansants, des trucs comme ça, ouais, non, je déconne, mais je pense que ça, c'est l'explication. Maintenant que je me le dis, je crois que c'est ça qui a été un frein chez moi, parce que vraiment, le monde de la nuit, comme tout le monde, voilà, je suis sorti, mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'anime, quoi. Donc très vite, si t'aimes pas le monde de la nuit et que tu veux être DJ, bon... Comme tu le dis, tu vas te retrouver... T'es un profil atypique, en tout cas. C'est ça, t'es sur une niche, mais bon, il y a 7-8 personnes en France qui peuvent être intéressées, donc très vite, il faut faire autre chose, quoi. Ouais. Parce qu'on a un peu sauté de l'adolescence à l'âge adulte, on va dire. Parce que je suis pudique, c'est pour ça. Oui, non, mais pas de soucis, c'est moi qui pose la question. Oui, c'est vrai, c'est mon rôle, moi je t'accompagne, je te prends par la main. Pendant ces 20 années entre deux, là... C'est quoi comment elle évolue ta manière de consommer la musique? Est-ce que t'es quand même toujours un peu à l'écoute de ce qui se fait, des nouveautés? Est-ce que t'as depuis eu d'autres claques? Est-ce que t'as changé? Est-ce que le rap, peut-être à partir d'un certain moment, tu te reconnaissais plus parce qu'il y a beaucoup d'évolution dans le rap et tout? Comment ça a évolué, même un peu aujourd'hui? Est-ce que t'écoutes, tu vois, alors, si on fait tout le rap initialement plutôt hip-hop US, américain, US pardon, et français, mais surtout US. Et ensuite l'électro est un peu venu. Ok. L'électro, j'ai commencé à beaucoup aimer. J'ai des noms qui me viennent, mais Calvin Harris, Étienne de Crécy, j'ai des genres de noms qui m'ont... Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un truc principal. C'est Daft Punk, la grosse claque. C'est vrai que je t'en ai pas parlé. Mais ça, c'est une des plus grosses claques de ma vie. Parce que ça, c'est quoi? C'est début des années 2000 2000, ouais, t'as raison. Je crois que c'est 2000, Daft Punk. Okay, tu te souviens du clip ou pas? C'est très spécial. Hein. C'est un homme qui a une tête de chien et tout le monde dans la rue, quand il le croise, prête pas attention à ce détail qui est quand même... c'est assez spécial, quoi. Et c'est pas en animation, c'est une espèce de masque, tu vois, hyper bien fait. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à te parler de ça. Ça, c'est franchement dans le top 3 des claques, je crois que c'est même le numéro 1. C'est vrai qu'au final, toi, t'es à fond dans le hip-hop et là, il y a un truc totalement... Exact. Alien un peu qui arrive. C'est exactement ça. Tu vois, c'est Alien, comme tu dis. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, j'ai commencé à vachement me renseigner, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, ça reste dans le top de ce que j'apprécie le plus. Ça a traversé complètement... les époques. Ah ouais. Ça a été vraiment le pont pour toi vers un autre style musical quand même. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, maintenant qu'on en parle, j'aurais pas pensé à te faire cette remarque-là, mais maintenant qu'on en parle, c'est vrai que c'est une évidence. Ça a été la transition... En plus, eux ont aussi fait ça, tu vois, de collaborer avec des artistes rap comme Kanye West, ou même pop avec The Weeknd plus tard. Ouais, et puis avec DJ Mehdi, où ils étaient dans le même environnement, etc. Donc ils ont toujours été un peu aussi dans cet écosystème-là. Dans ce truc de métissage de genre. Ah mais oui, ça c'est une vraie gifle, tu vois. Ouais. Donc l'électro arrive dans ta vie à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et continue. Donc en final, aujourd'hui, qu'est-ce que t'écoutes? Plein de choses. Ouais. T'es pas. Mais plus trop des nouveautés, t'es moins à l'écoute de ce qui se fait. Qu'est-ce que tu mets dans les nouveautés? Les albums qui sortent. Ça dépend. Je vais avoir une petite curiosité, mais. C'est quoi la dernière pépite que t'as découverte? La dernière musique, ça peut être un titre ou un titre, un artiste, un album. Après, j'aime bien des compositeurs, mais t'as Traveling Day, mais c'est des trucs un peu très spécifiques, quoi. C'est des musiques un peu urbaines, un peu, où ça mixe un peu de trucs un peu hip-hop avec un truc. C'est un peu un mélange entre les deux mondes qu'on a cités tout à l'heure. J'ai ça, mais en dernière, faudrait que je me dise qu'est-ce que j'ai mis encore en playlist. The Magician, ça peut être bien, ça c'est en électro, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est bien. Quand je t'ai dit ça, j'ai l'impression que je t'ai pas laissé le choix, mais... Très bien. Merci d'écouter ça à partir de demain. Non, un titre comme ça, je saurais pas te dire. Tu vois, j'ai une playlist dans ma voiture, j'écoute 1 million de choses. Ça peut être de l'électro, du rap, ça peut être de la musique algérienne, parce que des fois, je me reconnecte un peu aux racines, et c'est normal, c'est en moi, donc voilà, Donc c'est un mix, tu vois, ça peut être très... Et 5 minutes plus tard, je peux écouter France Gall. Ouais,
Donc, t'as ce truc de ouais, passer ouais. du coq à l'âne. Je trouve que une fois de plus, chaque musique, c'est un environnement, c'est un moment, une émotion, voilà. Ok. Bah, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis plus. Toi, t'es resté. En fait, je vais avoir ce moment-là, c'est pour écouter du R&B. Ouais. Ce moment-là, c'est mon moment électro, plus punch et tout. Ok. Ce moment-là, j'ai envie d'écouter du rap français qui dénonce. Et j'aime pas trop mélanger. Ah, ok. J'aime pas quand France Gall, elle suit The Weeknd. Bah alors, elle est pas prête de le suivre, mais oui, parce que. mais Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, dans ta playlist, Oui. ok. Tu veux pas que ce type de titre s'enchaîne. Bah, ça me. Tu séquences les trucs. Ouais. Ok. Pour moi, en fait, la musique, c'est la BO de ma vie, tu vois. Du Ouais. coup, il faut que ce soit cohérent, quoi. Si on te dit, il te reste plus qu'une musique et toutes les autres, tu les supprimes. Et on te dit, t'es condamné à écouter une musique jusqu'à la fin de tes jours. Tu t'écoutes quoi? Bah, en vrai, je sais pas si c'est parce que tu viens de m'en parler, mais je pense que. Il y a des musiques de Daft Punk que je pourrais écouter en boucle. Et j'aurais fait la même réponse que toi. Tu me dis, il m'en reste qu'une, je me dis, bah vas-y, donne-moi celle-là. Et puis... Ouais, tu vois, franchement, One J'espère More Time. Bah ouais, Tu vois, carrément. c'est- Moi, Parce Daft que Punk, déjà, toujours. la chanson de base, c'est un truc en boucle. Bah Donc ouais, déjà, ouais, si c'est ça. si t'arrives à écouter la chanson une fois, c'est que déjà, tu peux l'écouter beaucoup. Et t'as raison, mais c'est incroyable, on n'arrive même pas à se lasser de ça. C'est fou, hein. Tu vois, ils sont cons parce qu'aujourd'hui, on fait des. Enfin, avec tout le respect hein, pour Daft Punk, je veux pas me mettre dans des problèmes, mais à l'époque, en fait, ils ont fait un son, c'est 5 fois 1 minute du même truc, quoi. Ouais. Aujourd'hui, avec les streams, la rémunération sur Spotify et tout, ils gagneraient 5 fois plus d'argent à le faire 1 minute et les gens ils l'écoutent 5 fois. Mais bon, après, c'est. Ah oui, tu es rentré dans le business model et tout du truc, donc Oui, je le voilà, connais, je connais moi, pas du tout. C'est aussi. Ah mais tu m'apprends des trucs comme je sais pas. C'est musique C'est business. sur la première minute où les gens gagnent de l'argent? Bah, en fait, un son sur les plateformes, c'est rémunéré à partir de 30 secondes d'écoute. Ah ok. Donc, il y a de plus en plus d'artistes qui font des sons très addictifs, mais très courts. Comme ça, les gens, ils écoutent plusieurs fois. Ok. Et ils font beaucoup d'argent, quoi. On devrait se lancer dans un truc. Il y a du matériel là pour. Oh oui, il y a Ouais. des studios juste à côté pour enregistrer les sons. Je peux tenter une beatbox, mais t'as un On brevet de va- secouriste ou ça? Je reste On va debout. rester sur le podcast, pourquoi pas. Ouais. Je pense que c'est vrai. Je me Pourquoi suis. pas. Pardon. J'ai craqué. Mais attends, parce que là, tout ça, ça m'amène donc à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que tu écoutes comme musique, tu nous l'as dit, mais comment tu l'écoutes? C'est-à-dire que toi, tu joues régulièrement, tu fais du Oui. stand-up, mais c'est quoi ta manière d'écouter de la musique? Est-ce que tu écoutes de la musique avant les scènes, parce que ça te détend, peut-être sur la route, dans la voiture? Est-ce que c'est plus le truc après la scène pour te détendre avant de dormir? Est-ce que c'est le matin quand tu prends Franchement, c'est en chemin. Ça peut être avant de. En travaillant, c'est rare. J'ai du mal à faire les deux, mais j'arrive pas bien à me concentrer. Ouais, c'est aléatoire. C'est aléatoire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un fil rouge. Je ferai pas sans musique. Je comprends pas des gens qui ne soient pas touchés. Je respecte, mais j'ai toujours du mal à comprendre des gens qui soient pas spécialement amateurs, qui écoutent rien, Ouais, c'est vrai que moi j'ai du mal avec le silence aussi. Bah ouais. Et je comprends pas les gens qui peuvent rester chez eux sans rien, Mais ouais, complètement. sans bruit. Même quand tu fais des petites actions chez toi, je veux dire, si tu mets un peu de musique, si tu fais un peu de ménage, bon voilà, c'est un peu plus cool. Toi, ton spectacle, bon, j'ai pas eu l'occasion de le voir, Oui. de voir le spectacle entier parce que j'ai eu un empêchement hier. Mais Bah, tu viendras, tu mais viens à la prochaine. Mais toi, tu utilises de la musique. Enfin, c'est important pour toi tu vois la musique que tu mets pour entrer sur scène, pour en sortir. Et Bah, tout, c'est une fois de plus, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai changé de musique hier et en fait, j'ai remarqué l'impact que ça a quand tu rentres sur scène. C'est vrai. C'est débile, hein, mais Sur le public ou sur toi? les deux. Je trouve que j'ai mis une musique un peu plus entraînante. J'ai mis Chris Brown, donc c'est un peu Ok. plus voilà. C'est pour rester Avant, dans c'était quoi? l'illusion. C'était Turn around. Non, avant c'était du métal polonais. Bon, je trouvais que ça. Non, je déconne. Mais non, c'était. Je crois que c'était avant. Non, c'était un truc un peu plus lent. C'est genre un truc de DJ sec, mais avec un tempo très lent. Et j'ai remarqué que si tu fais ce genre d'entrée, ça met tout le monde sur un rythme lent. Et donc j'ai essayé un truc un peu plus dynamique hier, et je trouve que c'était cool. Ok. Donc après, non, dans le spectacle, musique d'entrée, musique de sortie, point. Même musique de sortie, c'est réfléchi un peu. C'est une musique qui tient à cœur ou c'est juste Non, c'est réfléchi. c'est réfléchi. Parce qu'à la fin du spectacle... Après, faut pas que ça spoil le spectacle. hein, Bah mais, ouais. Bon. Mais Il en y tout a- cas, il y a- ça a un sens. Ouais. Parfaitement un sens. Ça a un sens. Ce que je peux dire, c'est des battements de cœur. D'accord. Donc il y a un sens. Ok. J'ai fait un bon spoiler. Hein. Ouais, non, je sais pas, non. Bah, pas spoiler, au final. Ah bon, teaser, pardon. Teaser. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ok, bah c'est parfait. Les gens, là, Ça les vu 3 prochaines, c'est complet. Bah ouais, c'est ce que je viens de voir, ça vibre de partout. Là. Les Ouais, réservations ouais, explosent. on est en Je live suis sur Twitch. Ouais, nickel. En fait, je repensais à un truc là de tout à l'heure. Tu parlais t'as fait du DJing assez tard. Ouais. Mais au final, tu commences à 23-24 ans, le temps de développer ça et tout. Toi, tu commences le stand-up à 32 ans. Est-ce que t'as des enseignements? Parce qu'en fait, dans le DJing, t'as une notion un peu de musicalité, de Oui. rythme.
que tu retrouves aussi dans le stand-up. Le stand-up, c'est une musicalité, c'est un rythme qui fait que la vanne Oui. tombe au bon moment et fait rire les gens. Est-ce que tu as l'impression que le DJing, est-ce qu'il y a des enseignements du DJing que tu gardes Le seul parallèle que je peux faire, c'est le travail. Mais en fait, ce serait applicable au DJing comme ce serait applicable à plein d'autres pratiques. En fait, il faut mal faire, beaucoup mal faire, commencer à faire correctement pour essayer à envisager de bien faire. Tu vois, c'est en fait juste, et c'est pareil en DJing, c'est pareil dans toutes les pratiques d'instruments. Voilà, c'est comme quand on fait un podcast, quand on fait une émission, quand on fait une vidéo, on fait un vlog. Il y a 1 million de choses. Plus on fait, plus on a une forme d'aisance dans l'exercice, et c'est plus ça, tu vois. C'est plus le travail. Ce qui est certain, c'est que si. Parce que toi, quand t'as commencé le stand-up, t'étais pas fort. Bon, non, heureusement, mais c'est gentil d'avoir cru en moi, mais non. Moi, je te vois aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est un génie. Oh, arrête, mais c'est juste que j'ai une équipe d'Américains qui me suivent, tu vois, ils sont 14 à m'écrire des vannes, donc au bout d'un moment. La moitié du spectacle, on comprend pas. Ouais, bah c'est ça, exactement. Non, après, qu'est-ce qu'on se disait? J'ai perdu le fil. Est-ce que, du coup, les enseignements, donc c'est le travail. Le travail. Et tu disais, non, les premières fois, moi je me souviens, en fait, les premières fois, tu t'es trompé par le fait que ton entourage peut te trouver marrant. Donc t'as le sentiment d'être marrant. Si t'es marrant dans une machine à café au boulot, ou si t'es marrant dans un repas, t'as le sentiment que la transition elle est facile quand t'arrives devant un public. Sauf que c'est pas du tout ça la vraie vie. Mais qu'est-ce qui fait que le DJing t'as commencé et c'est resté au statut de passe-temps, alors que le stand-up tu commences, je pense, avec la même démarche que le DJing, mais ça devient sérieux. C'est quoi la différence? En gros, c'est vrai que c'est 2 démarches artistiques, mais la grosse différence, c'est que le stand-up, et tu le vis, c'est t'as le retour sur investissement immédiat, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que on sait ce que c'est que d'arriver avec quelque chose que t'as l'impression que ça va être quelque chose de solide, et puis tu te prends un vent contraire en te disant ouais d'accord, je suis le seul à avoir cru à ce truc-là. Donc ouais, je pense que c'est le retour. C'est quand même très différent en termes de retour. C'est de l'instantané. Ça te gonfle. Ouais, c'est beaucoup plus. Ça te remplit beaucoup plus, et c'est beaucoup plus. Pas rémunérateur dans le sens. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que tu as compris l'idée en tout cas. Il y a quelque chose et quelqu'un en face de toi qui valide directement quand tu t'améliores. Et quand c'est cool, c'est très cool. Et quand ça rit, ça rit bien. Et ça te remplit immédiatement, ça te gonfle d'une énergie. Et puis après, c'est aussi. C'est tout bête, mais le stand-up, c'est un micro. Parfois même pas de micro. C'est une estrade. Je veux dire, tu peux faire du stand-up dans une grange, quoi. Alors, j'ai pas prévu de le faire, mais tu peux quand même faire ce genre de truc. Tu peux lancer le concept, ça marcherait de tonnerre. Bon, on l'appellerait comment, le Comedy Club? Comme toujours, un Grange Comedy Club. C'est vrai que... T'as déjà vu un Comedy Club qui se cassait la tête? Non, t'as raison. Voilà. Il y a peu d'argent en recherche et développement, là, c'est vrai en plus. Mais ouais, c'est ça que je pense que tu vois, t'as besoin de pas grand-chose, en fait. Tu peux écrire un truc sur un coin de table, et puis le lendemain, ça devient quelque chose de super cool, de dingue. Je trouve qu'il y a un peu de ça, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai un peu plus continué, et puis parce que ça me plaisait, et puis je m'y épanouissais, et puis... Et en plus, toi, t'as fait plusieurs spectacles? Ouais, j'en ai fait une première. En fait, on va dire que le bavardage qui est l'actuel, c'est une version... on peut presque dire que c'est un nouveau spectacle, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses nouvelles. Si je prends la première version... Parce qu'en fait, entre tes 2 spectacles, c'est plus une évolution du spectacle. Oui, qui est liée à ton évolution aussi personnelle. Et puis après, c'est aussi le format. Sur le premier, j'avais énormément de voix off. J'ai encore conservé des voix off, mais des voix off de personnalités qui ont accepté de participer au spectacle. Mais j'ai retiré ça parce que je trouvais que ça amenait pas forcément, ou en tout cas que ça méritait une mise en scène différente de ce que j'avais pu essayer. C'est des conversations avec des personnalités, t'as une voix en régie qui vient, et puis ça continue toujours, mais c'est très différent. Ouais, parce que de ce que moi j'ai pu voir sur scène, t'as quand même... c'est assez simple. Oui. C'est toi, c'est ça. Evan et... on va dire que 90% du spectacle, ou on va dire 80% c'est ça, et puis après il y a une grosse partie sketch qui est différente, où c'est du jeu. Ah ouais? Ouais. Tu fais quand même ça? Ouais, j'aime bien faire ça parce que déjà, moi, ça me surprend et j'aime bien me surprendre. Et puis, je trouve que ça surprend vachement. C'est souvent un des trucs qui ressort le plus de mon spectacle. Les gens me parlent d'une certaine partie du spectacle qui est la fin, et puis qui est assez spécifique. Qui est joué, du coup. Exactement. Il n'y a plus de... Tu vois, au théâtre, tu le sais, on parle de 4e mur. C'est-à-dire que quand tu es dans le jeu, tu t'adresses pas au public. Pendant 50 minutes, j'interagis plus ou moins. Mais en tout cas, je peux me permettre de le faire, alors que sur les 10 dernières minutes, je le fais pas. C'est du jeu, donc c'est plus de la comédie, quoi.
Ouais. Mais quand même, t'as quand même l'amour du mot dans Oui. ce que tu fais, parce que c'est quand même beaucoup basé sur une belle écriture. Sur C'est gentil. des contre-pieds, sur des méthodes d'écriture un peu qui font que ça fonctionne. Mais en fait, moi, ce que je trouve surprenant, c'est que tu as cet amour-là un peu de la plume sur scène, alors que tu l'avais pas tout de suite dans la musique. Tu vois, quand tu étais petite, tu t'es pas forcément intéressé aux paroles tout de suite, mais parce que ça, t'en as pas parlé, est-ce que tu as un moment où tu t'es intéressé à ça dans la musique, Ah, dans tu veux le dire, rap, tu vois, ouais. dans les paroles Bah, Est-ce tu qu'il y a vois, des- ce que des tu paroles qui t'ont décris, marqué je l'ai plus retrouvé dans. Alors, soit la lecture, mais même de la presse. Ok. C'est bête, hein, mais j'adore la langue française. Je trouve que c'est une richesse de dingue, le nombre de mots qu'on peut avoir. T'imagines pour un mot, le nombre d'expressions, le nombre de. Enfin, c'est très fin, et je trouve que c'est un terrain de jeu de malade. Donc, c'est plus par ça que c'est venu, plus que par les textes. Après, bien sûr que quand il y a des métaphores dans les textes de rap ou des sonorités cool, etc. Même pour des rimes, etc. Bien sûr, c'est plus la passion de la langue française qui m'a donné envie, c'est de voir des gens qui écrivaient, dont j'aimais l'écriture, en me disant, bah, tu vois, tu peux faire ça. Bah, j'allais te dire, est-ce que tu as pris une baffe en musique à ce niveau-là de l'écriture, mais même au niveau littérature, du coup, il y a un livre qui t'a mis une baffe ou... Non, mais en fait, tu vois, je suis beaucoup plus en lecture de... J'ai lu des trucs de développement personnel, pourtant je m'en moque un peu, mais j'ai lu des trucs de développement personnel que j'ai bien aimé, tu vois, mais les accords Toltec, par exemple, j'ai lu un peu plus récemment, mais c'est... En fait, je suis un peu comment dire, les romans, la littérature, etc. Des fois, je vais vite décrocher ou je vais avoir moins de. Mais non, la lecture pour moi, je suis en train je réfléchis pendant que je te parle, mais ça a surtout été l'actualité, la presse que j'ai toujours lu, que je continue à lire. C'est marrant parce que toi qui décroches vite, Ouais. quand tu lis, bah, tu as une écriture assez incisive, quoi, où tu surprends le spectateur. Tu lui laisses pas le temps de s'ennuyer, j'ai l'impression. Bah, C'est une volonté de ta part parce que toi, justement, tu t'ennuies vite ou c'est. Mais ça vient de. Alors, déjà, c'est vrai que je me lasse vite. T'as complètement raison. Et la deuxième chose, c'est que. En fait, j'ai un peu l'angoisse de me dire. Faut pas qu'il s'ennuie, quoi. Ouais. Mais des fois, tu peux être otage un peu de ça. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire que tu vas toujours vouloir être dans une rupture, donc ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Les silences alors que te font souffrir au lieu de les embrasser. Bah, les silences, ouais, tu sais ce que c'est. Après, on peut en jouer. Il peut y avoir des très très bons silences, mais bon, un silence qui dure en stand-up, ça commence à. Oui, c'est ces moments-là ça où la dépend transpiration combien de temps commence à arriver. Oui. Ça dépend combien de temps il fait, ça dépend le public. Oui, c'est ça. Ça dépend si après il est suivi de rire Oui. ou pas, quoi. Ouais, Si c'est ça. le silence est suivi du silence, c'est là que ça devient chaud. Ouais, faut qu'il y ait une durée limitée, quoi. Mais ok, donc pas tant d'écriture que ça, ok, donc c'est un chapitre. Mais j'aime bien, en tout cas, Ouais. bien. Je suis sensible aux écritures. Quand moi je vais voir du théâtre, si c'est pas bien écrit, je vais être moins. Parce que en plus, bah, c'est vrai que ça amène à une autre activité que tu fais en dehors du stand-up pur, parce que tu fais des chroniques sur Oui. Rire et Chanson. Oui. Qui pourrait être le titre de l'épisode d'ailleurs. Ouais. Puisque Ah, c'est cool ça. Rire Chanson. Ça leur fera plaisir. Je suis pas sûr qu'ils écoutent. Hein. On leur transmettra. Tu peux faire ça pour moi? Bah, bien sûr. Ça, c'est mon premier partenaire. J'adorerais. Mais du coup, là où tu dis que dans ton spectacle, t'as un peu de jeu et tout, là, ça te force la chronique à. C'est un autre exercice. Dans l'écriture, au final. Complètement, c'est un exercice totalement différent. Tu fais ça à partir de quand comment tu te lances là-dedans En fait, j'ai toujours aimé ça. Déjà, la radio, on parlait de musique tout à l'heure. La radio, depuis que je suis petit, c'est un truc qui m'a. Je crois que c'est une fascination pour la radio. Vraiment, Depuis Skyrock? Même avant. Tu sais ce que j'ai écouté quand j'étais gamin? Tu vas te foutre de ma gueule, hein, mais Non. j'écoutais France Info. Ok, bah, Ouais, mais à 7 ans, c'est inquiétant, quoi. Mais partout de ton plein gré. ouais, j'aimais bien. Je sais pas pourquoi. Attends, il n'y avait pas de patrouille à l'époque. Il n'y avait pas de patrouille. Il y avait Goldorak, il y avait Olivier Tom, mais il n'y avait pas ces choses-là. Mais ouais, c'est comme ça que c'est venu. J'ai toujours aimé la radio. Je trouve qu'il y a une émotion particulière à la radio. La télé, je consomme moins, tu vois, par exemple. J'ai pas d'émotion particulière alors que la radio, ça a toujours été associé à quelque chose. Donc ça a un peu cheminé. Et je me suis toujours dit que si j'avais la possibilité de faire de la radio, je l'aurais fait. Et après, comme mes sketchs étaient diffusés sur Rire et Chanson via un autre, comment ils appellent ça, les Open du Rire, où tu fais tes sketchs en conditions réelles devant un public et ensuite tes sketchs sont diffusés tout au long de l'année.
Okay. Donc c'est là où j'ai eu des premiers échanges et des premiers contacts avec eux, et mes sketchs ont commencé à être diffusés là-bas. Et puis après, c'est une autre équipe qui gère les chroniques. On a échangé ensemble parce qu'on s'était identifié par ce premier sujet-là. Et puis après, on m'a proposé une première fois, c'était avec l'équipe de Philippe Lachaud et toute la bande Fifi. Et, Fifi, ouais. Et c'est là que j'ai vu que c'était quelque chose que j'adorais, quoi. C'est top, c'est quelque chose de totalement différent, mais c'est vachement bien. C'est un challenge différent, quoi. Complètement, et puis tu sais, l'erreur que beaucoup font, c'est de transposer le stand-up sur une chronique. Ok. Et t'en as plein qui font ça, et je pense que certains le font bien, mais c'est rarement un conseil qu'on va nous donner parce que c'est un billet, entre guillemets, c'est une chronique, ça veut dire que c'est à nous de porter le propos, c'est à nous de... Tu vois, tu t'imagines... Enfin, c'est plus rare de stopper, d'interagir, c'est pas l'exercice, et la recherche d'écriture, elle est importante. L'écriture, elle doit être travaillée, quoi. Ouais. Sur scène, t'as des petites pirouettes, tu sais, si à un moment tu souhaites faire autre chose, ou à la radio, c'est dans les conditions du direct, c'est 2 minutes 30, 3 minutes. C'est quoi, c'est beaucoup des thèmes imposés Bon, en fait, c'est là, dans l'émission à laquelle je participe, c'est surtout autour de l'invité. Donc c'est l'enjeu, c'est ça, c'est soit de réagir à son actualité, si c'est un film, si c'est un spectacle, et puis après de broder en fonction de l'actualité aussi, d'essayer de faire quelque chose. Mais après c'est libre cours, il n'y a pas de contraintes ou de directives. Okay. T'as jamais voulu passer du côté chanson, de Rire et Chanson ? J'ai tenté, là, je viens de faire une petite lettre de motivation, ça n'a pas pris, hein. Pourtant, tu chantes hyper bien. Ouais, j'étais sur un petit rap, j'ai tenté un petit rap avec... Non, ça pas... Toi, tu as grandi, donc on l'a dit, t'as écouté la musique dans les années 90, et donc, ce que tu as cité, beaucoup de groupes à l'époque, beaucoup de groupes de musique, et il y avait une énergie un peu comme ça, c'est NTM, IAM, 113. Ah oui, 113, t'as raison. 113, bien, même au niveau aux États-Unis, quoi, c'est Wu-Tang Clan, Public Enemy, NWA. Donc une énergie de groupe. Donc toi, au moment où tu découvres la musique, tu kiffes un peu ça aussi, je pense, dans ce que tu citais. Mais au final, tu te retrouves quelques années après à faire un art qui est beaucoup plus soliste. Oui. Est-ce que c'est un truc qui t'a jamais intéressé, l'énergie de groupe ? Ou alors, peut-être qu'il y a des groupes qui disent pas leur nom, et en fait, tu travailles avec des gens, et t'as cette énergie de groupe, juste ça se transpose pas sur scène, mais tu kiffes quand même avoir ça en dehors. En fait, j'ai commencé par le groupe, parce que avant de faire du stand-up, j'ai fait du théâtre d'improvisation pendant 4 ans. Je crois que j'ai fait ça j'ai commencé en 2012, 2013, je sais plus, et ça, c'est une dynamique de groupe. Tu vois le théâtre d'improvisation, tu sais, quand tu mets les maillots de hockey, les patinoires, etc., avec des thèmes imposés, etc. Et j'ai démarré par ça. Okay. Et ça, donc tu fais des matchs, en général c'est 3-4 joueurs d'une ligue face à une autre ligue, et puis forcément, là pour le coup, la dynamique d'équipe, elle est impérative. Tu peux pas arriver, c'est même une faute, tu sais, t'as des fautes à un arbitre. Et quand t'interviens trop. Exactement. Et ça, c'est par exemple quand t'interviens trop, quand tu veux attirer la lumière à toi, c'est du cabotinage. C'est comme ça que ça s'appelle quand tu veux, par exemple, faire le malin, c'est-à-dire que tu mets la lumière sur toi au détriment du groupe et de l'histoire, c'est une faute. Donc ça t'incite à rester dans ton sillon et à enrichir l'histoire commune, etc., etc. Donc je viens de là. Et ça m'a beaucoup appris, c'était génial. Et parce que tu crées des histoires, on te donne un thème, je te dis n'importe quoi, mais ça peut être qui va à la chasse perd sa place, à la manière de Molière, et puis c'est parti. Okay. Et t'as même pas 15 secondes de préparation. Ouais, mais ça doit te servir au final, ce que tu dis là dans le stand-up, où on a vite tendance à, tu sais, comme c'est toi qui passe, c'est toi qu'on applaudit, c'est toi qui rigole, avoir ce truc un peu c'est moi c'est moi l'attraction principale. Peut-être ça t'a aidé aussi, tu vois, sur un line-up, peut-être rester après, je pense plus humble. L'humilité, après, je pense que c'est une affaire de comment dire. Enfin, faut être lucide aussi. Je veux dire, c'est un métier où t'as énormément de personnes, énormément de candidats, très très peu d'élus, et puis l'humilité, en fait je me vois pas me comporter autrement, je sais pas, j'ai toujours du mal avec ça. En fait, il faut pas oublier que c'est un métier où ça peut être fulgurant dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que et c'est un métier où il y a des pics, où
Ça peut très très fort marcher, ou ça peut complètement s'arrêter. Et en soi, c'est rien, mais c'est la vie, c'est le cycle d'une vie en fait. Mais c'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas d'autre attitude que l'attitude d'avoir de la distance en fait. Je sais pas si c'est de l'humilité, mais en tout cas d'avoir de la distance avec tout ça et de se poser les questions, de savoir pourquoi on veut faire ça. C'est aussi ça, je pense, qui apporte de l'humilité. Si tu te dis, je veux être connu, est-ce que c'est un bon point de départ? Je pense pas. Ok. Dans ce cas-là, fais autre chose. Pourquoi tu fais ça, tu sais? Pourquoi je fais ça? Pour des raisons fiscales essentiellement. Non, je fais ça parce que en fait j'aimais bien l'idée d'exister autrement que par le travail. Je trouve qu'une profession, j'ai toujours du mal à me définir vis-à-vis d'une profession. Moi j'ai aussi une vie professionnelle plus classique, j'ai un cabinet de recrutement et j'adore ce que je fais, c'est un métier que j'adore, mais je trouve que c'est une partie de moi. Le théâtre, c'est une autre partie de moi. Et si t'avais que ça, tu te sentirais incomplet en fait. Ouais, c'est très bien dit. Et puis je pense que c'est parce que ça apporte, comme je te le disais, ça apporte beaucoup. C'est difficile, c'est très dur, mais quand t'as des retours positifs, ils sont très agréables. Tu serais malheureux sans le stand-up? Et je me suis déjà posé la question, je sais pas te répondre. Okay. En même temps, je continue, donc je pense qu'il y a la réponse est dans la question qu'on m'a dit. Je pense que je serais triste. Toi, tu bosses seul? Ouais, je bosse seul, mais de plus en plus, je réfléchis à travailler avec t'as besoin d'un regard extérieur, c'est tout bête. Hein. Là, mon regard extérieur, c'est mon smartphone que je vais mettre en régie pour me filmer, mais non, t'as besoin d'un regard extérieur, mais c'est difficile de trouver les bonnes personnes parce que il faut des personnes avec qui tu te sens bien, avec qui. Ouais, c'est des matchs à trouver parce que exactement. J'ai l'impression que ça se développe. Enfin, moi, je le vois de plus en plus. Tu vois, par exemple, le Tom Boudet, tu vois, qui est déjà passé ici en plus dans le podcast, mais il a son co-auteur il a un photographe avec qui il bosse beaucoup aussi, et il les cite tout le temps, tu vois, il les met autant en valeur que si c'était des membres. Comme un rappeur avec ses musiciens, limite, il va les. Mais t'imagines, en plus, faire acclamer tout le temps. Il tourne énormément, Tom, de plus en plus, tu vois, là, il est un peu partout. Bisous à Tom, si il nous voit. Et il tourne énormément. Ouais, tu peux lui dire c'est pas vrai, c'est vrai. Bisous à Tom. Et j'avais pas de deuxième texte pour la deuxième fois, mais je l'aime beaucoup, il le sait. Donc là, tu vois, par exemple, il a anticipé ça il y a très longtemps. C'est-à-dire que là, tu vois, il tourne, il a une équipe avec lui, c'est super cool. Et c'est très bien, en fait. C'est là où il a parfaitement raison, c'est que tu peux pas tout faire. Voilà, chacun ses compétences. Et puis ça professionnalise les choses. C'est bien, ça permet de... Tu penses que c'est plus dur, là, à ton niveau, d'avancer dans le stand-up, de trouver des gens avec qui t'en... En fait, c'est pas que c'est... Je sais pas si c'est d'avancer, mais moi-même, est-ce que c'est... Enfin, c'est des questionnements que j'ai. Là, je tourne mon spectacle, je vais jouer à Paris bientôt, je vais tourner un peu aussi ces prochaines semaines, ces prochains mois, mais la suite, je t'avoue que je fais les choses au jour le jour, et après, on verra, quoi. Il y avait un autre sujet. Ouais. En général, moi, je trouve... déjà, moi, j'ai 28 ans, et je trouve que le décalage avec les autres générations, je le ressens surtout avec la musique. Mm-hmm. Par rapport... Tu sais, genre, des fois, je vois des jeunes, des mecs plus jeunes que moi qui écoutent des musiques et je comprends pas comment ça les touche. Ok. Parce que moi, ça me parle pas. Je me dis, c'est pas... Les paroles, ça me dit rien. Les prods, ça me dit rien. Et en fait, c'est là que je ressens ce décalage avec les générations. Toi, tu fréquentes quand même le milieu du stand-up. Donc, certes, le spotlight, c'est un peu plus varié. Mais sur les plateaux, on est quand même souvent... c'est quand même une discipline jeune. Mmh. Le stand-up, beaucoup de jeunes et tout. Est-ce que ce soit par la musique ou pas, tu ressens le décalage un peu par moment, ou c'est justement quelque chose qui t'aide à rester frais Et je t'avoue que pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'ouverture d'esprit. Ok. J'ai vu des gens qui avaient 25 ans, qui étaient hyper fermés, ou 20 ans, qui sont vachement dans leur environnement. En fait, c'est une question de curiosité. Moi, j'ai toujours été curieux depuis que je suis petit. Et il y a aucune raison que ça change, en fait, tu vois. Donc je me sens pas forcément déconnecté. Après, pour moi, c'est plus qu'une question d'âge, c'est plus une question de valeur, Ouais. C'est ce qui fait que tu vas te rapprocher des uns et des autres, plus que je peux être très éloigné de quelqu'un de mon âge parce qu'il a des valeurs complètement différentes, et être proche de quelqu'un qui a 20 ans. Après, on partagera peut-être pas la même chose. J'aurai pas de compte TikTok, peut-être. Ou de Snapchat. C'est vrai que toi, ça te coûte un peu, ces trucs des réseaux sociaux. Ouais, tu sais que j'avais rien avant de faire du théâtre. J'avais 0 réseau. Ah oui, ok. Mais vraiment rien, et ça m'intéressait pas du tout. Ni Facebook, ni rien. J'avais pas envie de mettre des photos de moi en vacances, ces trucs. Enfin, même aujourd'hui, ça m'échappe. Tu verras sur mes comptes que c'est que des contenus liés au théâtre, quoi. C'est pas c'est pas une envie particulière, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas un truc qui m'anime. Toi, tu veux juste jouer, ouais, c'est ça. t'améliorer.
C'est vrai que c'est devenu, ça fait partie du métier quand même. C'est obligatoire. Maintenant, tu peux être programmé pour ces raisons-là. C'est comme ça que tu remplis tes salles. Il y a pas de. C'est suicidaire de pas. Ne pas jouer le jeu. Ouais. Et même à de très très haut niveau, les gens le jouent. Donc, il faut se poser quand même les bonnes questions. Il y a un petit rituel à la fin du podcast. Un petit top 5. Ouais. Voilà. De tes sons ou albums. Pas forcément préféré, mais qui, tu penses, te... Je pars sur une île déserte, c'est ça que je prends. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça, ouais. Daft Punk, les deux... j'ai envie de te dire, j'ai déjà 3 Daft Punk, hein, ça fait beaucoup, non? Ils sont que 2. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je veux dire, t'as Homework, Discovery... Moi, si pour l'aspect reco, on peut en choisir un et... Allez, ouais, on en choisit Ton qu'un. préféré, c'est quoi ton préféré de Daft Punk? Je crois que c'est le premier pour la claque dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Le premier, très très bien. Ensuite, il faut en trouver 5. Je prendrais les Doors. Les Doors? Ouais, un des albums. Les Doors, c'est du rock, Okay. années 70, je dirais, fin 70, 80. Donc ça, tu découvres ça comment? Mon frère. Et tu vois, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que mon frère m'a amené, lui, à écouter plutôt du Queen, du Led Zeppelin, etc. Donc ça, c'est du rock, hard rock, années 70, 80. Et j'aime bien aussi ça. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup. Mais il y avait un truc de transmission sur la musique avec ton frère aussi, qu'il aimait bien te faire découvrir des trucs. Comme il consommait beaucoup, bon, moi, je vivais avec lui, donc soit... tu vois ce que je veux dire? C'est soit j'apprenais à écouter, ou j'essayais d'être curieux de ça, et puis au début, j'ai regardé ça d'un drôle d'œil, parce que tu t'imagines, quand t'écoutes du hip-hop, là non plus, c'est pas une passerelle qui se fait super bien, mais non, j'ai adoré. Donc je pense que je prendrai un album des Doors. Okay. Daft Punk, ça fait 2. 3, je prends un album de Gangstar. Attends, les Doors, c'est quoi ton son préféré? T'as un son que... Waouh, Love Street. Love Street. Voilà, okay. C'est très joli, tu vas voir. Et ça, tu disais que la musique, ça te ramène à des moments, ça, du coup, ça te ramène à ton frère? Ah, ouais. De la chambre quand on était gamin, ouais, tout de suite. Okay. Ça, Led Zeppelin aussi, alors je prendrais un des Led Zeppelin. Là, on part sur du rock, tu vois, on change complètement de truc. Je prendrais un album de Gangstar. Attends, mais tu me cites un son, s'il te plaît De Gangstar? Non, de Led Zeppelin, du coup. Led Zeppelin, je te cite Black Dog. Black Dog. Voilà. Et parce que c'est... j'ai prévu 10 minutes pour ce moment. C'est vrai, donc il faut que je développe, quoi. Ouais, j'ai senti le message. Non, mais en plus, comment te dire, une fois de plus, je crois que ça me rappelle des souvenirs à chaque fois. Ah ouais. Des souvenirs, et puis c'est des sonorités. Là, pour le coup, c'est du rock, c'est très différent de ce que j'ai toujours eu l'habitude d'écouter. Donc c'est un son au démarrage que tu as du mal à écouter, parce que c'est presque agressif. C'est horrible de dire ça, mais en tout cas, quand toi, tu viens d'un autre environnement, au début, t'es pas toujours très curieux de ce qui se passe ailleurs. Et après, petit à petit, tu dis, ok, je comprends pourquoi... Parce que musicalement, c'est hyper élaboré. Faut voir les guitaristes, que ce soit de Led Zeppelin, etc. C'est des génies absolus. Enfin, les guitaristes, Jimmy Page. Et t'aimes bien la musique live? Tu vas avoir des concerts un peu pas assez, mais chaque fois que j'y suis allé, j'aime bien. Tu disais Cut Killer et tout, c'était un des premiers concerts que t'as fait. Ouais, je l'ai vu à Lens en plus. Okay. Dans le Nevada. Ouais, non. Il y avait déjà des routes à l'époque. Bien sûr. 2000, j'avais 14 ans. Mais c'était quoi le concert qui t'a le plus marqué? Il y en a. Ah, tu vois, j'ai trouvé 2 autres albums du coup. Okay. Est-ce que du coup je suis dans les clous ou pas là? Oui, non, mais il en restait 2. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Attends, mais du coup, ton concert préféré? C'est là, qui va nous mener donc un album. Complètement. Sharon Jones and the Dap Kings. Ok, ça sonne très soul. C'est très soul. C'est très fort. Et c'est quelqu'un qui est paix à son âme maintenant, qui est décédé malheureusement, mais qui a grandi avec James Brown et qui était un peu la protégée de James Brown. En tout cas, je sais que c'était le même environnement, etc. Et c'est de la soul, mais en fait, si tu veux, ce qui était fort, c'est que et Dap Kings, etc. C'est même un label. Dapton Records. Ah, t'es trop fort. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et Dapton Records, tu vois, ça c'est un label et en gros, t'as plein d'artistes qui sont un peu dans la veine soul 70-80 et c'est génialissime. C'est juste que c'est à l'époque d'aujourd'hui. Et ce concert, tu l'as vu où? Je l'ai vu. Alors, je crois que je l'ai vu 2 fois, Aéronef, je crois. Ok. Et là, pareil, j'ai pris une énorme claque. Aéronef ou une petite salle de quoi, 500 000 personnes à Lille. Est-ce que c'est ça ou le Grand Mix? À Tourcoing? Ouais, c'est une super programmation au Grand Mix. C'est vrai que c'est plus ça ou le Grand Mix. Et je crois que c'est le Grand Mix, tu vois. Oui, c'est le Grand Mix. Je l'avais vu une première fois en Belgique, dans un endroit un peu paumé, et puis je l'ai revu une fois
Mais ça, c'est sublime. Hein. Si t'as l'occasion, franchement, écoute ça, c'est. Ok. C'est encore un autre style musical. C'est vrai, j'ai pas pensé. Mais tu vois, c'est pour te dire à quel point j'écoute des choses très vastes, mais ouais, ça, c'est sublime. Mais ça, tu le découvres comment? Parce que pour aller les chercher déjà en Belgique dans un coin paumé, ça devait kiffer quoi. T'as raison. En fait, je l'ai découvert par. C'est mon cousin qui est un musicien qui est guitariste aussi et qui m'a dit je pense que t'aimeras. S'il savait que j'aimais. C'est vrai que j'ai eu une période funk et tout. Ça aurait pu durer 2 heures ce truc. Hein. La funk, c'est ma spécialité. Hein. C'est quand même bien qu'ils me le disent tout ça. À la fin à 3 minutes de la fin de l'épisode. Alors que t'as, il était en mode, bon, je sais pas, on peut pas faire que ça. On peut pas faire un épisode 2 parce que j'ai des trucs à dire encore. Non, ouais, la funk, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et lui, il savait que j'aimais la funk et il m'a dit ça, je pense que ça te plaira. Mon cousin. Et qui est guitariste aussi. Donc tu vois, c'est vraiment une famille de musiciens. Et il m'a dit, je pense que tu vas aimer. Et il s'est pas trompé. Je suis allé là-bas en me disant, c'est quand même un truc. Ah, tu découvres au concert? Ouais. Ok. Et il m'a dit, viens voir. Tout seul Non, il m'a emmené. Okay. Et il m'a dit, viens, on va voir. Et puis on y est allé. Et puis c'était dingue. Dingue. Et t'as pas perdu un truc après quand tu réécoutes hors live? C'est différent. Parce que live, c'était une performance de dingue. C'est vraiment, je t'assure, t'as beaucoup de musiciens. Je crois que t'avais plusieurs guitaristes. T'avais des cuivres. Vraiment, ah ouais, mais des génies. Chacun dans son art, tu vois, mais du batteur. Il y a plein de vidéos, il y a plein de contenu sur Dapton Records et tout, tu pourras retrouver. Ouais, franchement, je pense que ça te plaira en plus. Et donc, l'autre concert que j'ai pu voir, c'était l'Impératrice aussi. L'Impératrice, oui, je connais. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu électro. C'est ça. Et il s'inspire un peu de sonorité funk. Ok, ouais. Beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de. Enfin, dans le funk, pardon, t'as de la basse. T'as la basse, t'as des solos de basse, t'as des trucs, etc. Et eux sont, on va dire que je vais pas dire que c'est l'instrument majeur, mais la basse a une place importante. Donc, mais ça, tu découvres. Mais ça, c'est plus tard, ça. L'Impératrice, comment j'ai découvert? C'est plus récent que. Ouais, ça, c'est du 2000. Je dirais 17-18, quoi. Ouais. C'est à peu près là que j'ai découvert. Ah, donc tu prends encore. Ouais. Récemment des petites découvertes comme ça. Bien sûr. Mais c'est ça parce que c'était tellement atypique. C'est pareil, c'est je sais pas si on dit un revival ou un truc comme ça, mais Dapton, c'est pareil, c'est années 70. Là, c'est pareil, c'est plutôt années 80, mais c'est des gars de Versailles, hein, tu vois, c'est pas. Qui se réapproprient ouais. Époque, Et qui remettent un peu au goût du jour quelque chose, et ils sont très très doués. Très très doués. En fait, aujourd'hui, ta manière de découvrir la musique, c'est plus les concerts, les lives. Il y a ça, maintenant, t'as aussi les algorithmes. C'est bête, hein, mais t'as des recommandations sur Spotify, un truc que t'aurais jamais. Et tu lances, tu dis. Là, j'ai Casey Lambist. C'est un truc un peu dans la même veine que l'Impératrice. Et ben, c'est une recommandation Spotify à la base. Ok. Je pense absolument pas. Et je m'y suis intéressé. C'est canon. J'aime beaucoup. Donc, t'as fait ton top 5 là. Pas mal, hein. On est arrivé au bout de ce top 5. Ça y est, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci pour ton top 5, Yacine. Bah, c'était un plaisir. Et là, on arrive déjà à la fin de l'épisode, malheureusement. C'est passé vite. Et puis, en plus, il y a plein de sujets que t'as dit. Dans les 2 dernières minutes que tu aurais pu dire largement avant, c'est pas grave. Donc on arrive à la fin, je suis très content de cet épisode, j'espère que toi ça t'a plu. Ah, c'était trop cool. Et avant de conclure, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de ton actualité prochaine. Donc là, en se disant que l'épisode va sortir fin février, a priori. Oui. Fin février, début mars. Donc toi, ta prochaine, ton spectacle bavardage, c'est au Spotlight en avril. Oui, le 4 avril. Le 4 avril à 21h. 21h. La date d'après, c'est le 6 juin à l'Apollo à Paris. En juillet, c'est à Arras, au Pont de Singe, le 5, je crois. Ok. 5 juillet, puis il y aura d'autres dates qui viendront se greffer. Et puis en parallèle, la radio, comme cette semaine, où on peut m'entendre tous les soirs. C'est toutes les semaines dans la même émission ou ça dépend. Alors après, c'est en fonction des invitations que j'ai. Et puis, enfin, je vais pas dire des convocations, parce que j'ai l'impression d'être au football, mais c'est en fonction des moments où je suis appelé. Mais là, en tout cas, cette semaine, c'était le cas. On pouvait m'entendre tous les soirs à 17h. Donc, il y a ça aussi qui, potentiellement, ces prochaines semaines, ces prochains mois, se reproduira. Ok. Et donc, après, tous ces événements, que ce soit radio, que ce soit scène, de toute façon, tu répertories tout sur ton Instagram. Exact. Yacine Stand-Up. C'est ça. Avec Yacine avec 2 S. Oui, surtout. Ouais. Ou de toute façon, toi, tu l'as dit, sur Instagram, c'est que le stand-up. Donc, ouais, c'est ça. Pas ça bouge pas un orteil. Ouais, c'est que ça. Pas de photos de vacances, que les infos. Je veux pas faire de déçus, mais non. Il y aura pas de. Malheureusement, pourtant. Photos de moi. J'ai déjà partagé une loge avec Yacine. Et c'était horrible. Allez, voilà. C'est une très belle conclusion, je trouve. Non, mais là, on va pouvoir conclure l'épisode. Et quant à nous, les petits ponts entre les artistes, j'espère que l'épisode vous a plu.
Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui sera, je l'espère, au moins aussi bien qu'avec Yacine, même si ça va être très compliqué. Oh, c'est gentil ça. Bah C'est un oui, compliment ça. Ah oui. Ah bah, ça me fait plaisir. Ah oui, un compliment déguisé. Pas si déguisé. Bah, je l'ai bien aimé. Mais j'ai un petit rituel pour aussi finir. J'ai que des rituels en fait. Ce podcast tourne tout seul. C'est une prière, c'est quoi la fin? Exactement, le tapis est là. Mais on regarde la caméra. 3, Ouais. 2, 1, bisous. 3. Toi, c'est celle-là du coup. Celle-là, 3. 3. Tu me dis, tu me donnes le top. Oui, c'est moi qui fais le 3, 2, 1. D'accord. 3, 2, 1, bisous. Bisous. Un manque de coordination, mais c'est très bien. Non, mais tu peux. Tout est bien qui commence bien, j'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.